Vous écoutez Sun FM. Sun FM. Première radio participative à votre écoute. La chronique littéraire, c'est tout de suite sur Sun FM. C'est une fois de plus au Salon du Livre de Marseille que j'ai rencontré un auteur atypique, qui depuis tant d'années nous immerge au cœur d'affaires criminelles plus surprenantes les unes que les autres. Ils sont à mon sens deux à y parvenir avec autant d'aisance. Feu Pierre Bellemare et lui. Il s'agit bien sûr de Jacques Pradel, dont le timbre de voix n'est d'ailleurs pas si éloigné. Toujours est-il qu'au travers de cette interview, il nous dévoile ses débuts, l'enquête qui m'a le plus surpris dans son livre, Mes archives criminelles, ces affaires que je n'oublierai jamais, mais aussi son avis sur la couverture médiatique des faits divers à l'heure actuelle. Il nous révèle également son prochain ouvrage, coécrit avec un expert de la gendarmerie, qui s'annonce plus que passionnant, en ce qu'il essaie de prévoir ce qui se profile en termes de progrès technologiques pour les experts luttant contre le crime, sans oublier la partie vie privée qui pourrait directement être impactée. Je vous laisse désormais écouter cet entretien riche en informations. Je vais commencer par un détail très bête. Oui. Vous avez une voix aussi agréable que Pierre Bellemare. Ah ben, Pierre Bellemare, c'est notre icône à tous. Hein. Et j'ai eu le privilège d'ailleurs d'être son ami et d'avoir travaillé avec lui au tout début de mon parcours. Alors effectivement, votre parcours, il est emblématique. Oui. Oh, si, quand même. Oui. On a rarement des journalistes avec ce prestige dans les faits divers, c'est colossal. Moi, j'ai la chance d'en faire un, je travaille en presse quotidienne régionale à côté. J'ai eu la chance d'en faire un, j'ai trouvé ça passionnant. Quand je vois votre carrière, je me dis, mais c'est incroyable, une vie faite... Oui, c'est un peu le hasard, hein, d'ailleurs, parce que le hasard professionnel, hein, parce que j'ai passé, 30 ans de ma vie ou 35 ans de ma vie, sans parler spécialement d'affaires criminelles, ou vraiment... à dose, on va dire, homéopathique. Mais tout est parti de la proposition de Pascal Brognaud sur TF1 dans les années 90, parce qu'on avait fait l'émission Perdu de vue, et Pascal voulait qu'on ait un pendant de Perdu de vue, mais côté justice, police, etc. Et donc, elle avait imaginé ce qui était à l'époque un ovni et un risque aussi, une équipe de journalistes qui disaient on va s'occuper d'affaires criminelles qui étaient en fait des cold cases, mais au lieu de rendre de garder les spectateurs dans leur attitude habituelle de spectateurs, on va les activer pour leur dire peut-être vous pouvez changer les choses, peut-être vous pouvez ranimer une affaire en panne en apportant des informations. Et voilà, alors il y a eu un tollé évidemment important parce qu'on a dit oh là là, mais c'est dangereux, etc. Bon, en fait, il n'y a jamais eu de diffamation, il n'y a jamais eu de dénonciation calomnieuse dans l'émission. Mais notre idée, c'était éventuellement de ne pas rater une chance pour relancer éventuellement par un fait nouveau une affaire criminelle. Et fêtez qu'il y en a une où ça a très bien marché d'ailleurs. Oui, mais c'était pas dans... Tout le monde confond. Oui. Ça n'était pas dans Témoin numéro 1, c'était dans Perdu de vue. C'était l'affaire Émile Louis, voilà, et qui nous a été en quelque sorte livrée par hasard, comme ça, par quelqu'un qui est venu nous voir en disant on cherche, il y a 4 jeunes filles qui ont disparu, elles étaient de la DAS, et tout le monde s'en fout, etc. Et on n'a pas parlé d'affaires criminelles au départ. Et moi j'ai mis un journaliste sur l'enquête qui m'appelle 8 jours après en me disant dis donc tu m'as envoyé chercher 4 jeunes filles disparues, moi j'en ai 7 déjà en 2 semaines de terrain, quoi. Et après ce même journaliste m'a rappelé en me disant il y a peut-être derrière quand même une affaire beaucoup plus grave parce que tout le monde me parle de ce fameux chauffeur de car Émile Louis donc qui est le dernier à les avoir vues vivantes. Et puis ainsi de suite. On voit que ces émissions marchent encore. Récemment, on en a eu une autre qui a eu à peu près les mêmes objectifs d'ailleurs, avec oui. Monsieur Courbet.
Oui, bien sûr, mais un peu moins de spectateurs, beaucoup moins de spectateurs. Alors je dis pas ça parce que je considère que ça m'appartient, mais je dis ça simplement pour l'efficacité. Nous, à l'époque, on avait entre 8 et 9 millions de personnes qui regardaient, et Julien, que je respecte infiniment et qui est un ami aussi, il a un petit peu moins de 2 millions de personnes. Donc le seul, quand on cherche à redéclencher des recherches dans une affaire criminelle, il vaut mieux avoir beaucoup de monde, quoi. Voilà. C'est pour ça que je trouve que la démarche, évidemment, est tout à fait logique, mais que malheureusement, cette démarche ne peut être vraiment efficace que si on met toutes les chances du côté de l'émission, c'est-à-dire en exposition, en horaire, etc., voilà. Mais voilà. Et il y a maintenant également un pôle judiciaire dédié au cold case qui existe. Enfin, il y a beaucoup de chemin a été parcouru depuis cette époque, quand même. Bien sûr. Et là, dans votre dernier livre, vous nous présentez un peu votre best-of personnel, on va dire, d'enquête. Oui, absolument. C'est parce que dans les conversations, on me pose très souvent toujours la même question, en fait. Les gens veulent savoir, journalistes ou amis, mais ils veulent savoir, parmi toutes les histoires que j'ai pu raconter, est-ce qu'il n'y en aurait pas une qui serait plus marquante, plus terrible, bon. Et je réponds toujours, non, il n'y en a pas une, il y en a peut-être 5, 10, 15, 20, 50, parce qu'il y a 10, 15, 20, 50 raisons pour qu'une affaire deviennent marquantes. Il y a peut-être le scénario du crime, il y a la personnalité de l'auteur, il y a la personnalité de la victime, il y a l'époque à laquelle ça s'est passé, enfin bon, etc., etc. Et du coup, comme la question m'est toujours posée souvent, j'ai joué le jeu. Donc j'ai pris une feuille blanche et je me suis posé à moi-même la question, quelles sont les affaires qui reviendraient comme ça, parce que elles sont dans mes archives criminelles, mais j'ai pas consulté mes archives au départ pour choisir les histoires. J'ai laissé la mémoire fonctionner, parce que là j'étais sûr que c'était les histoires les plus marquantes, quoi. Voilà. Et je suis tombé sur 25 ou 26 histoires, donc j'ai fait cette sélection que j'ai classée après par genre, par époque, par pays aussi. Et alors justement, vous nous expliquiez donc sur quoi s'est porté votre choix, sur ces éléments un peu de date, etc. Mais oui, pour les rendre aussi vivants, parce que c'est quelques pages, chaque fois c'est très peu de pages, mais vous rendez ça tellement vivant, quel travail est mené derrière ? C'est-à-dire que c'est le résultat un peu de la manière dont j'ai toujours abordé ces dossiers. Cette idée de vouloir toujours avoir, pour en parler au public, des invités légitimes. Et il se trouve que je garde tout. Alors là, c'est le côté archive. Je garde le compte-rendu de mes conversations téléphoniques. Je garde évidemment la mémoire des pièces sur lesquelles, ou des articles de journaux, sur lesquels qui ont fait partie de ma documentation, si vous voulez. Et voilà. Et donc, comme j'ai eu toujours ces invités qui étaient soit des enquêteurs, soit des magistrats, soit des avocats, des journalistes spécialisés, etc., et que j'ai gardé la mémoire de ça, forcément, c'est resté vivant, quoi. Voilà. Et alors justement, vous parlez à un moment dans ce livre de penser aux victimes, aux familles de victimes. Absolument. Est-ce que c'est pas un peu difficile dans ce métier, justement, moi c'est la question que je me pose quand je dois couvrir un fait divers, c'est de le traiter, donc de le révéler au grand public, tout en gardant cette juste mesure de ne pas entacher une famille. Oui, mais si vous voulez, moi j'attire toujours l'attention, et je l'ai fait dans ce livre comme je l'ai fait dans d'autres livres, dès la préface, en disant attention, on n'est pas dans la fiction. Les morts, c'est des vrais morts, le sang, c'est du vrai sang, la douleur, c'est de la vraie douleur, parce que c'est vrai qu'on est dans un univers où on mélange un peu tout, on fictionne beaucoup l'actualité criminelle, peut-être à cause des chaînes d'information continue, mais en même temps, on est client, si j'ose dire, des grandes fictions, les experts et autres, etc. Et donc il y a un moment où on ne sait plus trop ce qui est de l'ordre de la réalité et ce qui est de l'ordre de l'invention, quoi. Donc je dis ça parce que j'ai parlé, moi, avec beaucoup de familles de victimes. Ces douleurs,
ces blessures, elles sont non cicatrisables. Pour les gens, d'avoir perdu quelqu'un dans une histoire de crime il y a 20 ans, c'est comme si c'était hier, quoi, si vous voulez. Donc on leur doit le respect et on ne dit que ce qui permet de mieux apprécier la chose. Parce que pour les victimes, c'est toujours un peu la double peine, parce que la double peine quand, ils ont perdu quelqu'un, et deux, on ne sait pas ce qui s'est passé pour les cold cases, c'est terrible, quoi. Parce qu'ils n'arrêtent pas d'y penser, ils pensent que la police n'a pas fait son travail. Alors, parfois à juste titre, parfois ils se trompent, malheureusement, parce que tout a été fait. Et c'est pour ça que je donne aussi la parole souvent à des enquêteurs, parce que là, dans ce livre, j'évoque l'histoire du japonais cannibale de Paris, qui est quand même une des histoires les plus terribles, les plus gore que je connaisse. Et il se trouve que je connais très bien Jacques Poinas, qui est, on peut dire son nom, qui était chef de groupe à la crime à l'époque et qui a fait l'enquête. C'est lui qui a fait la perquisition, c'est lui qui a ouvert le réfrigérateur avec les morceaux des repas cannibales, etc. Et ces gens n'ont jamais eu d'assistance psychologique, ils sont tous mariés, ils ont des enfants, enfin, ils se projettent aussi dans le truc. Alors, ils en parlent pas par pudeur, et puis simplement par égard aussi pour leurs propres proches, parce que on a du mal à imaginer que un flic ou un gendarme de base qui fait des enquêtes criminelles, il va passer sa journée peut-être avec le cadavre d'un enfant. Enfin, ce sont des choses très lourdes. On peut pas tourner la page quand on rentre à la maison et se mettre à table et dire tout va bien, youpi, quoi. Voilà. Donc simplement parce que je connais cette réalité-là, je l'évoque, quoi, mais sans grandiloquence non plus, quoi. Hein. Non, mais avec sobriété, mais efficacité, oui, voilà. J'ai envie de dire. Voilà, j'essaye d'être sobre. Et alors justement, c'est quelque chose, on a tendance à dire, nous quand on rentre en journalisme, on nous dit les faits diversiers, le bon fait diversier, c'est celui qui s'assied à la table des parents de la victime le soir même du meurtre. Est-ce que vous qui avez travaillé sur toutes ces enquêtes, est-ce que ça vous a quelque part pas détaché un petit bout, retiré un petit peu d'âme à voir tous ces malheurs ? Non, il faut prendre de la distance, évidemment. On est obligé de prendre de la distance pour pas se laisser submerger par les émotions, et surtout quand on présente, par exemple, comme j'ai fait une émission de télévision, on peut pas, on sait qu'il y a beaucoup de douleur derrière tout ça, mais c'est un peu comme un chirurgien qui mangerait plus de viande parce que il opère des gens tous les matins. Bon, mais en même temps, je n'ai jamais été ce qu'on appelle un fait diversier. J'ai pas été reporter d'actualité de faits divers. C'est un métier qui est dur parce que on leur demande, les rédactions leur demandent tout, et de préférence une photo de la victime, si on peut se faire inviter chez les parents pour un certain nombre de nos confrères qui ont fait des accommodements avec ce qu'il faut pas faire, parce que ils voulaient absolument pouvoir publier la photo, Mais moi j'ai toujours été plutôt présentateur, c'est-à-dire sur des histoires bouclées, avec ce recul justement, et de le raconter au public en faisant aussi un peu de pédagogie. Au passage, pour expliquer comment se passe une enquête criminelle, comment se déroule un procès, pourquoi on peut garder quelqu'un en prison pendant alors que on n'a pas de preuves, etc., etc. Voilà. Donc heureusement, parce que ça s'est pas présenté dans mon parcours de journaliste, mais je n'ai jamais été le journaliste de terrain qui court après les faits divers, quoi. Voilà. Et quelque part, vous les côtoyez, parce que forcément... non seulement je les côtoie, mais je les ai beaucoup invités dans mes propres émissions. Je pense à Alain Hamon, par exemple, qui a été une icône d'RTL, et qui, lui, a connu le terrain et tout, et qui le fait
magnifiquement d'ailleurs vivre quand on l'écoute, quoi, parce qu'il a cette passion aussi. Alors, moi, ce que j'apprécie justement dans vos émissions, comme dans vos chroniques en radio, c'est qu'il y a ce recul. Le problème du fait divers, c'est qu'on n'en a pas. Est-ce que vous avez justement un regard différent sur ce qui sort immédiatement et qui permet souvent, de modifier l'opinion du public, pas toujours à bon escient, on va dire. J'essaye de pas, pour parler clairement et directement, j'essaye de pas faire de café du commerce. Bon. Je regrette aussi, même si j'y participe parfois, à la démarche finalement quasiment obligatoire des chaînes d'information continue. Je pense à BFM parce que c'est vrai qu'ils m'appellent souvent pour commenter, pour mettre en perspective un gros fait divers, parce qu'ils suivent beaucoup les faits divers. Mais quelquefois, ils le font trop tôt. Mais ça m'empêche pas de leur dire, non, je vais pas venir parce que j'ai rien à dire. J'ai rien à dire parce que ça s'est passé ce matin à 8h. Il est midi. Vous voulez que je dise quelque chose d'intelligent? Ça n'est pas possible parce qu'il va falloir des semaines et après des mois, voire des années pour qu'on l'instruction prospère. Et c'est vrai aussi que dans le cadre d'un fait divers, plus il est horrible, plus il est spectaculaire, plus en fait l'opinion, les gens, le public a envie de tout de suite d'en savoir plus. Et en fait, souvent, effectivement, on parle trop tôt, ou alors, la présomption d'innocence commence à devenir un peu une fiction, aussi. Le secret de l'instruction, n'en parlons pas. Bon, voilà. Donc j'essaye. Je donne de leçons à personne, mais j'essaye de n'aller que quand j'estime avoir quelque chose à dire. Voilà. Mais c'est tout à votre honneur. Moi, je trouve que c'est très appréciable. Mais c'est ma personnalité aussi, donc voilà. Je fais pas beaucoup d'efforts pour ça. Et alors là, c'est l'un de vos livres parmi de nombreux. Est-ce qu'on va avoir d'autres livres, est-ce qu'il y a d'autres enquêtes qui vous ont marqué, ou est-ce qu'il y a d'autres sujets qui vont vous inspirer? Écoutez, je suis en train d'écrire le prochain, évidemment, parce qu'on anticipe toujours. Donc on devrait publier en octobre prochain 2023 mon nouveau livre que une fois n'est pas coutume, que je co-écris avec un général de gendarmerie qui s'appelle le général François Daoust, qui est l'ancien patron de l'IRCGN, les experts de la gendarmerie, et qui est un grand spécialiste de police scientifique. Et comme j'ai déjà écrit un livre il y a quelques années sur l'IRCGN, au cours duquel j'ai rencontré cet expert, on est resté en lien et on écrit ensemble un livre que j'ai proposé donc à François Daoust de faire avec moi, qui devrait s'intituler Police scientifique, le choc du futur. C'est-à-dire que on est en train d'essayer de voir ce qui se profile dans les laboratoires de recherche et développement de la gendarmerie, mais aussi de la police nationale, bien sûr, tout en gardant en tête, et ça c'est surtout mon boulot, de ne pas zapper les libertés citoyennes, les menaces sur les libertés individuelles, parce que maintenant, il va falloir payer le prix d'un certain nombre de progrès technologiques. Donc il va falloir savoir jusqu'où on est prêt à payer ce prix au nom de la lutte contre le crime. Mais est-ce que la lutte contre le crime, d'une manière générale, vaut qu'on écoute toutes vos conversations, que vous soyez photographié, fiché, machin, etc. Et donc, voilà. Et moi, je pose ces questions. On en débat tout à fait clairement avec Daoust, qui a le mérite de ne pas être quelqu'un de sécuritaire. Enfin, je veux dire, c'est pas quelqu'un qui voit des terroristes partout, si j'ose dire. C'est son grand mérite, mais qui en même temps, est un grand généticien lui-même, et spécialiste de la police scientifique et de la criminologie en fait. Plus exactement de la criminalistique. Voilà. Et donc on va révéler que un certain nombre de choses, donc,
pas vous les révéler là maintenant, parce que ce serait trop tôt, mais disons qu'il y a un certain nombre d'avancées scientifiques qui ont déjà changé aujourd'hui l'abord de la scène de crime. Parce qu'il y a des traces dont on ne soupçonnait pas l'existence, qui maintenant sont perceptibles. Les traces numériques, par exemple. Donc, on parle beaucoup dans la criminalistique de traces numériques. Et par exemple, on empêche les enquêteurs de police ou de gendarmerie qui vont vers une scène de crime. L'abord de la scène de crime a changé. Et avant, s'y aller, alors, avec des masques, avec des trucs pour pas polluer la scène de crime. Tout le monde a vu ça à la télé aussi. Mais maintenant, on va plus loin. C'est-à-dire qu'ils doivent laisser leur téléphone portable dans une cage de Faraday. Ah oui, parce que les maisons sont pleines d'objets connectés. Il y a des Wi-Fi partout. Et quand vous rentrez avec votre téléphone portable dans un espace où il y a de la domotique, où il y a des trucs, ça peut on peut garder une certaine mémoire de ça et on peut faire parler ces mémoires. Et si vous arrivez, vous, enquêteur, avec un autre téléphone, il va effacer les traces précédentes, vous voyez, etc., etc. Donc c'est passionnant. Un peu compliqué parfois, mais on va simplifier tout ça et le raconter. Mais alors, au-delà je trouve ça effectivement éminemment intéressant, ah oui, mais au-delà de ça, vous allez jeter quelque part un pavé dans la mare politique. Parce que on a déjà eu beaucoup de débats au niveau de la vidéoprotection. Ils ont été obligés même de changer de nom. Bien sûr, mais la CNIL existe et c'est pas fait pour les chiens, d'une part. Il faut encourager le fait qu'il y ait des garde-fous dans la société. D'ailleurs, il y a une décision qui a été prise il y a pas très longtemps, politique, qui montre que c'est un souci du pouvoir politique. On nous a annoncé qu'en 2024, pour les JO de 2024, on n'utiliserait pas des caméras avec des logiciels de reconnaissance faciale. Bon, c'est un premier acquis, on va dire, pour les libertés citoyennes. C'est-à-dire que le pouvoir a pris l'initiative de dire bon, on va pas ficher tout le monde, on va pas, voilà, vous pourrez vous promener, vous serez pas, votre visage sera pas affiché, etc., etc. Voilà, et ils l'ont fait pour des raisons politiques. Qu'on ne dise pas, voilà, nous sommes maintenant dans un état encore plus policier qu'avant, quoi. Voilà. George Orwell a marqué les esprits, je pense. Oh, mais il est déjà dépassé, largement. Ah là, maintenant, c'est terrible d'ailleurs. Oui. Largement. Alors, moi j'ai une dernière question par rapport à... Vraiment, je vais revenir un tout petit peu sur votre livre. C'est des affaires, il y en avait qu'on connaissait et il y en avait qui m'ont surprise parce que je ne les connaissais pas du tout. Et du coup, ces affaires qui étaient totalement méconnues du public que vous révélez, vous avez, c'est votre choix, effectivement, c'est totalement votre choix. Alors, il y en a qui ont dû, je suis assez jeune par rapport à certaines affaires nécessairement, en même temps, vous êtes très jeune par rapport à certaines affaires aussi. Oui, il y en a qui 2008, vous êtes très jeune par rapport à ça. Oui. Et il y a des affaires où on se pose des questions, mais encore aujourd'hui, on a envie de savoir. Je pense à l'affaire du pain, par exemple. Le pain maudit, oui. Incroyable. Le pain maudit, c'est l'affaire de Pont-Saint-Esprit dans les années 50, où brutalement tout un village est devenu fou, quoi. Et a posteriori, on a pensé que les gens, que c'était dû à la consommation de pain, parce qu'il faut dire qu'à l'époque, on sortait de la guerre et que il était courant que les gens, en tout cas dans les campagnes, mangeaient entre 2 et 3 kilos de pain par jour. Bon, et que parfois le seigle qui est entré dans la composition du pain avait un parasite qui s'appelle l'ergot de seigle et qu'on connaît très bien parce que il contient une substance qui est très proche du LSD. Bon, donc c'est vrai qu'il y a des gens qui sont devenus fous furieux, qui ouvraient « je suis une libellule », qui sautaient du premier étage, bon, etc. Mais après, il y a eu un deuxième temps, c'est-à-dire qu'il y a eu d'abord le fait divers, donc tout un village qui devient fou, ça a duré très longtemps pour un certain nombre de gens qui ont été hospitalisés. Il y a eu des morts, quelques morts, 7 ou 8 morts. Et puis le temps a passé et
il n'y a pas longtemps, il y a eu des révélations d'un journaliste américain qui est un peu le journaliste des scoops, etc., inattendu, qui a dit « Ah ben oui, mais en fait, Pont Saint-Esprit, c'était une expérience de la CIA qui voulait étudier, on était pendant la guerre de Corée, etc., et qui voulait tester du LSD, voilà. Alors il a imaginé qu'un avion aurait pu répandre du LSD, bon, etc. Non, je le dis parce que ça a été dit, parce que c'est... Mais je ne prends pas position, hein, voilà. Alors, je vous ferais bien parler de toutes ces affaires, mais c'est vrai que moi, dans votre livre, c'est celle qui m'a le plus marqué. C'est celle qui... Ah bon, d'accord. Oui, mais j'ai trouvé ça tellement incroyable, une folie collective comme ça qui se déclenche et où on ne sait pas, parce que cette théorie, on peut y croire ou ne pas y croire. Je dois avouer que celle-là m'a profondément marqué. Non, parce que les gens, en plus, de toute façon, ils ont ingéré, que ce soit volontaire ou involontaire, ils ont ingéré un truc genre LSD, mais les animaux aussi. Les chats qui attaquaient les arbres, des chiens qui voulaient monter au plafond, enfin des trucs complètement fous, quoi. Et moi j'ai vu, pour écrire cette histoire-là, j'ai revu les quelques images des archives de l'INA qui existent, qu'on peut trouver sur Internet. Vous faites Pont Saint-Esprit, les archives de l'INA, et vous allez avoir un ou deux extraits de journaux télévisés ou pas, je sais plus, mais je crois qu'il y a, oui, c'est les débuts de la télévision, mais surtout des témoignages audio aussi d'un monsieur, quoi, qui expliquait que sa fille avait l'impression que sa bouche était remplie de serpents ou je sais pas quoi. Enfin, on imagine quand même, ça a été terrible, quoi, terrible. Oui, et puis on n'a pas de... Là, c'est difficile parce qu'on n'avait pas un coupable. Généralement, c'est vrai qu'on a... Ah bah non, là... on a un coupable, on a un mobile, on a quelque chose. Là, c'était tellement fou, cette histoire. On a pensé... je passe en revue toutes les hypothèses qu'on a émises. Et peut-être aussi un truc qui était fait, une machine allemande d'ailleurs, qui était faite pour blanchir la farine, qui utilisait certains produits chimiques qui pouvaient avoir un peu les mêmes conséquences, quoi. Voilà. Bon, je suis ravi de vous avoir étonné. Voilà, et puis moi, je vous ferai bien parler de toutes vos enquêtes parce que je les ai trouvées passionnantes, chaque histoire que vous racontez. Non, il faut les lire, il faut mais voilà, c'est pour ça. Je vais contenter, j'espère qu'avec celle-là, déjà, ils auront envie, parce que moi, je ne la connaissais pas, donc je pars du principe que beaucoup ne la connaîtront pas. Ouais. Et il y en a qu'on connaît, mais qu'on a redécouvert sous un autre angle aussi, parce que c'est aussi ça votre force. Bien sûr. Et puis voilà, il y a toutes celles qu'on va découvrir et qui ont été toutes très simples. Moi, ce que j'ai aimé, voilà, c'est ça, c'est que c'est simple, c'est rapide à lire. Et puis on a tout, voilà. Vous avez cette sobriété dans l'écriture qui fait qu'on a tout en peu et c'est fabuleux. Vous écoutez Sun FM. Sun FM. Première radio participative à votre écoute.